Les enfants abandonnent leurs parents avec seulement une petite chèvre blanche et une valise, sans avoir la moindre idée de ce que cette valise usée renfermait. Elena Sanchez tenait la chèvre contre sa poitrine en regardant la voiture de ses 3 enfants s'éloigner sur le chemin poussiéreux, sans même un dernier regard. À côté d'elle, une vieille valise en cuir craquelé qui avait appartenu à 3 générations de sa famille. Et Blanquita, une jeune chèvre au pelage immaculé, bêlait nerveusement, ressentant l'angoisse de sa maîtresse. « Maman doit comprendre que c'est mieux pour vous », avait dit Roberto, l'aîné, à peine 30 minutes plus tôt, d'une voix froide qu'Elena ne reconnaissait plus comme celle de son fils. La propriété avait déjà été vendue et l'argent garantirait qu'il ne manquerait de rien. Antonio Sanchez, son mari après 50 ans de mariage, soutenait le bras tremblant d'Elena tandis qu'elle serrait Blanquita, la protégeant de la bruine qui commençait à tremper le chemin rural de San Miguel del Val, dans les montagnes d'Oaxaca. Le châle tricoté d'Elena était de plus en plus humide, tout comme la chemise de coton d'Antonio. « Ils sont vraiment partis, Antonio », murmura Elena, la voix étranglée. « Ils nous ont laissés ici comme si nous ne valions rien, comme si 50 ans de sacrifice ne signifiaient absolument rien. »« Ne t'inquiète pas, mon amour, nous avons toujours su nous en sortir », répondit Antonio. Mais Elena pouvait voir la peur derrière ses paroles courageuses et l'humidité dans ses yeux, qui n'étaient pas seulement dues à la pluie. Avant de continuer cette histoire qui vous émouvra jusqu'aux larmes, n'oubliez pas de liker et de nous laisser un commentaire pour nous dire de quel pays vous nous suivez. Que vous soyez au Mexique, en Espagne, en Argentine, nous aimerions savoir d'où vous nous regardez, car ces histoires sont pour tous ceux qui connaissent la véritable signification de l'amour et de la valeur de la famille. Maintenant, continuons avec ce qui s'est passé ensuite, car ce qu'ils découvrirent ce jour-là changea leur vision du monde à jamais. Blanquita, la petite chèvre d'à peine 1 an, était la seule restante des 8 chèvres qu'ils élevaient dans leur petit ranch. Les autres avaient été vendues avec absolument tout le reste, sans qu'Elena et Antonio aient voix au chapitre dans les décisions qui affectaient toute leur existence. Roberto, Daniel et Sofia avaient décidé de chaque détail sans consulter leurs parents qui leur avaient donné la vie. Ils avaient vendu la petite propriété où le couple avait construit ses rêves pendant plus de 35 ans, affirmant qu'ils n'étaient plus capables de l'entretenir et que c'était un fardeau trop lourd. « Nous avons travaillé toute notre vie sur cette terre », murmura Elena en serrant Blanquita plus fort, sentant la chaleur de l'animal contre sa poitrine. « Je vous ai élevé, vendant du fromage de chèvre, préparant des conserves pour le marché du village, économisant chaque centime comme s'il était en or. Et maintenant, il paraît que nous ne servons plus à rien. » Antonio regarda la valise que Roberto avait laissée par terre dans la boue comme si c'était un objet sans valeur. C'était la même valise qui avait appartenu à son grand-père, puis à son père, et enfin à lui. Vieille et maltraitée par le temps et les voyages, mais pleine d'histoires familiales. À l'intérieur, selon Roberto, avec ce ton condescendant qu'il utilisait désormais, il y avait quelques vêtements et documents importants, rien de plus. Les enfants avaient promis d'envoyer une somme mensuelle suffisante pour louer une petite chambre modeste quelque part en ville où ils pourraient finir leurs jours sans déranger personne. Le chemin était complètement boueux et la sensation d'abandon presque physique, comme un poids sur les épaules. D'un côté, des champs s'étendaient jusqu'à se perdre dans la brume du soir. De l'autre, une clôture en bois pourri délimitait un terrain où quelques vaches maigres paissaient, indifférentes au drame humain qui se déroulait à quelques mètres. Le ciel gris menaçait d'abattre encore plus de pluie et semblait refléter parfaitement le désespoir qu'il ressentait à ce moment-là. 50 ans, dit Elena, laissant couler librement les larmes sur son visage ridé, qui racontait l'histoire d'une vie de travail acharné. 50 ans, nous avons construit tout cela ensemble à partir de rien et ils ont tout détruit en un après-midi comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Ce n'était pas seulement la maison qu'ils ont vendue, répondit Antonio, la voix enrouée par l'émotion contenue. Ils ont vendu notre dignité, nos souvenirs, toute une vie d'effort. Blanquita bêlait doucement et frottait sa tête contre le bras d'Elena, comme si elle comprenait la souffrance de sa maîtresse et voulait la consoler d'une manière ou d'une autre. La petite chèvre n'était pas qu'un simple animal pour le couple qui élevait des chèvres depuis des décennies. Elle était la compagne des matins dans le parc, celle qui les accueillait avec des sauts de joie à leur retour du village. La confidente silencieuse à qui Elena racontait ses inquiétudes pendant la traite. Le bruit lointain d'un moteur les fit lever la tête. Avec un mélange d'espoir et de crainte, un vieux camion rouillé apparut,
soulevant la poussière qui se mêlait à la bruine, créant une bouffine qui collait partout. Le véhicule ralentit et s'arrêta à côté d'eux avec un crissement de freins usés. Un homme d'environ 55 ans, barbe négligée et casquette tachée de graisse, passa la tête par la fenêtre, observant avec curiosité et inquiétude la scène de 2 personnes âgées trempées avec une valise et une chèvre au milieu de nulle part. « Vous avez besoin d'aide ?» demanda-t-il avec sincérité. Elena essuya ses larmes du revers de la main libre, essayant de garder un peu de dignité face à cet inconnu. « Nous allons à San Miguel », répondit-elle d'une voix tremblante, essayant de paraître plus sûre d'elle qu'elle ne l'était. Le camionneur observa autour de lui, évaluant la situation. Aucune maison visible à des kilomètres, aucun autre véhicule, rien à part le chemin vide et 2 personnes âgées manifestement en difficulté. « Montez, je vous emmène à San Miguel », dit-il. Au centre du village, il s'arrêta et Antonio prit la valise, surpris par son poids, et aida Elena à monter dans la cabine usée du camion, la tenant fermement car ses jambes tremblaient. Blanquita se posa étonnamment calme sur les genoux d'Elena, comme si elle savait qu'elle devait se tenir correctement dans cette situation. Le camionneur se présenta comme Fernando, transporteur de produits agricoles, parcourant cette route depuis plus de 25 ans et connaissant chaque courbe, chaque village, chaque histoire de la région. « Excusez-moi de m'immiscer, mais je n'ai pas pu vous ignorer », dit Fernando après plusieurs minutes de silence, seulement troublé par le ronronnement irrégulier du moteur et le clapotis de la pluie sur le pare-brise. « Vous est-il arrivé quelque chose de grave ?» Elena prit une profonde inspiration, sentant qu'une part d'elle voulait rester silencieuse et protéger sa douleur comme un secret honteux. Mais une autre part, plus grande, avait désespérément besoin de se confier à quelqu'un, même à un parfait inconnu. « Nos enfants ont vendu notre maison sans nous demander notre avis », commença-t-elle, la voix entrecoupée par l'émotion. « Ils ont dit que c'était pour notre bien, que nous ne pouvions plus nous occuper seuls, que nous étions un fardeau. » Fernando semblait sincèrement touché par cette révélation, son visage affichant un mélange d'incrédulité et de compassion. « Ils ont dit qu'ils enverraient de l'argent chaque mois pour que nous louions quelque chose en ville, » intervint Antonio, l'amertume évidente dans chaque mot, comme si arracher les racines d'une vie et jeter des gens n'importe où était aussi simple que de déplacer de vieux meubles inutiles. Elena caressa le pelage doux de Blanquita, cherchant du réconfort dans le contact avec l'animal. Les chèvres avaient toujours été une part essentielle de sa vie depuis qu'elle était enfant et aidait sa mère au ranch familial. Elle avait appris à les soigner, à comprendre leurs besoins et leurs sons. En vendant du fromage et du lait de chèvre, elle avait pu contribuer aux dépenses lorsqu'elle épousa Antonio, n'ayant alors que 18 ans, pleine de rêves. « Avez-vous un endroit précis où aller ?» demanda Fernando avec une inquiétude réelle dans sa voix. « Les enfants ont mentionné une pension près de la place principale », répondit Antonio, se souvenant des indications vagues données par Roberto. « Doña Mercedes la connaît. »« Bien sûr que je la connais. C'est une pension simple, mais Doña Mercedes est une bonne personne, » confirma Fernando, puis fit une pause gênée. « Il y a un problème. Elle n'accepte pas les animaux dans son établissement. Elle a des règles strictes à ce sujet. » Elena serra Blanquita contre sa poitrine, ressentant une nouvelle vague de désespoir qui menaçait de l'étouffer. « Je ne vais pas me séparer de Blanquita, » dit-elle avec fermeté, se surprenant elle-même. « Cette petite chèvre est tout ce qu'il me reste de ma vie précédente, c'est ma famille. » Fernando observa le couple dans le rétroviseur pendant qu'ils conduisaient dans des rues de plus en plus fréquentées en approchant du village. Ils étaient clairement des gens bien, travailleurs honnêtes, traités avec une cruauté injuste par la vie et leurs propres enfants. Quelque chose en lui se troubla en pensant à ses propres parents âgés qui avaient également travaillé jusqu'à l'épuisement. « Écoutez, voici ce que je vais faire, » dit-il en prenant une décision. « Je vous emmène à la pension et si Doña Mercedes pose un problème à propos de la chèvre, je parlerai avec elle et nous trouverons une solution ensemble. » La pluie battante accompagnait le camion qui traversait les rues pavées de San Miguel del Val. Le village avait ce charme colonial typique d'Oaxaca, avec des maisons en adobe peintes de couleurs vives, des toits en tuiles rouges et une place centrale avec de grands arbres. La pension se trouvait dans une rue latérale, à 3 pâtés de maisons de la place, dans une vieille maison à 2 étages peinte d'un vert délavé qui avait autrefois été éclatant. Fernando s'arrêta devant l'entrée, où une enseigne en métal suspendue annonçait la pension, Mercedes, chambre et repas fait maison.
Elena regarda l'endroit qui serait apparemment son nouveau foyer temporaire et sentit un nœud se former dans sa gorge. « Je viens avec vous », dit Fernando en coupant le moteur avec détermination. Les trois descendirent du camion, Antonio portant la valise lourde, Elena tenant fermement Blanquita qui bêlait nerveusement, et Fernando leur ouvrant le chemin. La porte en bois massif grinça en s'ouvrant, annonçant leur arrivée, et une femme d'environ 65 ans, aux cheveux entièrement blancs attachés en chignon et portant un tablier brodé, apparut depuis ce qui semblait être la cuisine. Fernando, quelle agréable surprise, l'accueillit avec un sourire qui s'éteignit en voyant le couple trempé et surtout la petite chèvre blanche. « Oh mon Dieu, mais quelle situation est-ce, Doña Mercedes ?» Voici donc Antonio et Doña Elena, présenta Fernando sur un ton persuasif. Ils ont urgemment besoin d'une chambre et avant que vous ne disiez quoi que ce soit sur la chèvre, laissez-moi vous expliquer toute la situation. Doña Mercedes croisa les bras sur sa poitrine, le front plissé par la désapprobation. Elle n'était pas une femme cruelle, mais elle avait des règles strictes qu'elle respectait depuis 30 ans. « Fernando, tu sais parfaitement que je n'accepte pas d'animaux ici, dit-elle fermement. J'ai déjà eu des problèmes terribles à ce sujet. Des chiens qui aboyaient toute la nuit, des chats qui urinaient sur les matelas. Je le sais parfaitement, répondit Fernando en avançant. Mais ce n'est pas une situation ordinaire. Vos propres enfants ont vendu votre maison sans vous prévenir et vous ont littéralement abandonné sur la route sous la pluie. La chèvre est la seule chose que Doña Elena a pu conserver de toute sa vie. Elena sentit ses joues brûler de honte profonde. Voilà où elle en était, une femme de 69 ans, dépendant de la bonté et de la compassion d'inconnus, suppliant pour un toit au-dessus de sa tête et le droit de garder sa seule compagne. « S'il vous plaît, madame, dit Elena d'une voix à peine audible, Blanquita est très tranquille. Elle ne se rendra même pas compte qu'elle est ici. Je nettoie tout, elle ne causera aucun dérangement, je vous le promets. » Doña Mercedes regarda fixement cette femme aux cheveux blancs et trempés, tenant une petite chèvre comme un nouveau-né. Il y avait quelque chose dans ses yeux pleins de larmes retenues qui toucha une fibre sensible de son cœur malgré la dureté qu'elle tentait de projeter. La chambre coûte 120 pesos. La semaine avec petit déjeuner inclus, 150. Et c'est ma dernière offre. Nous acceptons, répondit Antonio rapidement avant qu'elle ne puisse changer d'avis ou augmenter le prix. Parfait. Mais la chèvre reste dans la chambre. Entendu, conclut Doña Mercedes en prenant une vieille clé en bronze sur un tableau mural. Je ne veux pas qu'elle descende à la cuisine ou à la salle à manger ni qu'elle fouille dans la cour. Fernando aida à monter la lourde valise par les escaliers en bois qui craquaient sous le poids jusqu'à une petite chambre au 2e étage. La pièce était modeste, avec un lit double en fer forgé, une vieille armoire en bois foncé et une fenêtre étroite donnant sur une cour intérieure remplie de plantes. Le papier peint à fleurs se décollait par endroits, mais tout sentait le propre. « Merci, mon fils, dit Elena à Fernando en posant soigneusement Blanquita sur le plancher en bois. Aujourd'hui, tu as été un véritable ange envoyé du ciel dans notre moment le plus sombre. Ne vous inquiétez pas, Doña Elena, sourit Fernando, mais une profonde tristesse brillait dans ses yeux. Mes parents ont aussi vécu toute leur vie à la campagne et je sais combien cette transition vers la ville est difficile lorsqu'on est âgé. Il hésita un instant avant de sortir un billet froissé de 100 pesos de la poche de sa chemise. Prenez ça, cela vous aidera pour les premières dépenses. Non, jeune homme, vraiment, ce n'est pas nécessaire, tenta de refuser Antonio avec fierté blessée. Mais j'insiste, vraiment, dit Fernando en posant fermement l'argent dans la main calleuse d'Antonio. Et écoutez, je passe ici chaque semaine sans faute. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, avertissez simplement Doña Mercedes et elle me fera savoir. Après que Fernando se fut excusé avec une étreinte sincère et soit parti, le couple se retrouva enfin complètement seul dans la petite chambre qui était maintenant tout leur monde. La pluie tombait rythmiquement sur le toit et Blanquita explorait chaque recoin en bêlant doucement. Elena s'effondra sur le lit, laissant enfin sortir toute la douleur accumulée en sanglots profonds qui secouaient tout son corps. « Que faisons-nous, Antonio ?» pleura-t-elle, incapable de se retenir. L'argent promis à peine suffira pour payer cette chambre et manger le strict minimum. Antonio se mit à genoux devant sa femme, prenant ses mains ridées et marquées par le travail de toute une vie entre les siennes. « Nous avons toujours su nous en sortir, mon amour. Toujours,
peu importe la difficulté, dit-il, bien que sa propre voix tremblât d'incertitude. Et nous nous en sortirons encore une fois, je te le promets. Elena regarda autour de la chambre qui contenait désormais toute leur existence. Ses vêtements étaient complètement trempés, collant désagréablement à sa peau. La vieille valise dans le coin semblait aussi abandonnée qu'eux, et Blanquita était le seul élément véritablement familier dans cet espace étrange. « Te souviens-tu quand nous nous sommes mariés ?» dit Elena, essayant de puiser de la force dans les souvenirs heureux. Nous n'avions absolument rien. Nous vivions dans cette minuscule chambre au fond de la maison de tes parents. Antonio esquissa un léger sourire malgré les circonstances, essuyant les larmes d'Elena avec son pouce rugueux. Et toi, tu pleurais la première nuit, disant que tu avais peur que nous manquions de nourriture, que nous ne pourrions pas nous en sortir. Elena caressa doucement le visage de son mari, effleurant les rides que le temps y avait gravées. Et tu m'as promis que tu travaillerais dur pour que rien de vraiment important ne nous manque. Antonio l'embrassa sur le front avec une tendresse infinie. Et j'ai tenu cette promesse pendant 50 ans. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes os me fassent mal. Et toi aussi, mon amour, tu te levais avant l'aube pour accomplir tout le travail du ranch. Tu t'occupais des chèvres, du potager, faisais du fromage à vendre. Nous avons toujours été une équipe parfaite, ajouta Elena. Blanquita sauta soudainement sur le lit, s'installant entre eux comme si elle voulait faire partie de ce moment intime de reconnexion. Elena caressa le pelage doux de la chèvre, trouvant un étrange réconfort dans ce geste familier. Ouvrons cette valise pour voir exactement ce que Roberto y a mis, suggéra Antonio en se levant avec effort. Il traîna la lourde valise près du lit, remarquant qu'elle pesait plus que prévu si elle ne contenait que des vêtements. Les serrures étaient complètement rouillées par des années d'humidité et il lui fallut beaucoup d'efforts pour les ouvrir avec ses doigts engourdis. Lorsqu'il réussit enfin à l'ouvrir, le cœur d'Elena se serra douloureusement. À l'intérieur, seules quelques vieilles pièces de vêtements des deux pantalons raccommodés d'Antonio, 3 robes simples d'Elena qu'elle n'aimait même plus, des sous-vêtements usés, un pull troué. Au fond, une enveloppe blanche semblait déplacée. Antonio la prit avec des doigts tremblants et l'ouvrit soigneusement. C'était une lettre imprimée à l'ordinateur, froide, impersonnelle, directe, comme une sentence. Papa et maman ont pris la décision de vendre la propriété car vous n'êtes plus en condition physique ni mentale pour l'entretenir correctement. L'argent de la vente sera investi de manière responsable pour garantir un revenu mensuel de 900 pesos que nous enverrons religieusement chaque 5 du mois. Nous espérons sincèrement que vous comprendrez que tout cela est pour votre bien, sans intention de nuire ni de créer des problèmes légaux, car tout a été fait légalement avec avocat et notaire. Roberto, Daniel et Sofia. Elena arracha littéralement la lettre des mains d'Antonio et la déchira en morceaux de plus en plus petits, laissant la colère surpasser enfin la tristesse paralysante. « Les 900 pesos » cria-t-elle avec une fureur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Il pense que nous pouvons vivre dignement avec 900 pesos par mois et en plus, il nous ordonne de ne pas créer de problèmes comme si nous étions des enfants désobéissants. Antonio, en 50 ans de mariage, n'avait jamais vu sa femme si indignée, si remplie de colère juste et légitime. Elena avait toujours été la calme, celle qui acceptait tout avec patience, mais cela avait été définitivement trop. 50 ans à élever ces ingrats, continua Elena, la voix tremblante par l'émotion contenue pendant si longtemps. Roberto, quand tu es né, l'accouchement a failli me tuer. J'ai souffert 3 jours complets et quand les médecins disaient que tu ne survivrais pas, j'ai prié comme jamais, j'ai tout promis à tous les saints pour que tu vives. Je sais, mon amour. Je m'en souviens parfaitement, dit Antonio. Et Daniel, quand il est tombé gravement malade à 7 ans, poursuivit Elena, incapable de s'arrêter, cette fièvre mystérieuse que aucun médecin ne pouvait diagnostiquer. Qui a passé des nuits entières à ses côtés sans dormir? Qui a vendu jusqu'à nos alliances en or pour payer le médecin privé qui l'a finalement guéri? Antonio baissa la tête, sentant le poids de tous ses souvenirs. Sofia, la cadette, ajouta Elena, la voix légèrement adoucie mais toujours chargée de douleur, lorsqu'elle voulut étudier le lycée en ville, se levant à 4 heures du matin pour faire du pain et le vendre au marché afin de payer son transport et ses livres. Toi, mon amour, toujours toi, répondit Antonio en s'asseyant à ses côtés. Blanquita commença soudainement à gratter avec insistance dans la valise avec ses sabots, produisant un bruit persistant qui attira leur attention.
L'animal semblait déterminé à atteindre quelque chose de précis. « Que se passe-t-il, petit animal » dit Antonio, observant avec curiosité le comportement de la chèvre. Blanquita continua de gratter exactement au même endroit au fond de la valise, comme si elle savait qu'il y avait quelque chose d'important là-dedans. Antonio s'approcha, intrigué. Le tissu semblait lâche à un endroit précis, comme si quelqu'un l'avait manipulé. « Elena, viens voir ça vite » appela Théil avec urgence. Elena s'approcha, essuyant encore ses larmes qui ne cessaient de couler. Antonio passa doucement ses doigts sur le tissu et sentit effectivement une ouverture mal cousue à la main avec des points irréguliers. Avec précaution pour ne rien abîmer, il tira sur le tissu et découvrit un compartiment secret à l'intérieur. Une enveloppe jaunie par le temps contenait plusieurs documents pliés. Antonio sortit tout avec des mains tremblantes d'anticipation et de nervosité. C'étaient de vieux papiers, certains presque en train de se désagréger sur les bords à cause de l'humidité et du temps. Rodrigo cria en lâchant instinctivement les documents pour se défendre contre la chèvre enragée qui le chargeait sans pitié. Elena ne perdit pas une seconde et attrapa rapidement les papiers sur la table, tandis qu'Antonio saisissait fermement Blanquita, qui continuait à bêler agressivement. Tous deux coururent vers la sortie, descendant l'escalier aussi vite que leurs jambes fatiguées le pouvaient, le cœur battant la chamade. « Revenez ici, voleurs !» cria Rodrigo depuis la fenêtre de son bureau, frappant du poing avec rage, mais ils étaient déjà dans la rue, se perdant rapidement parmi les passants du marché matinal. Ils ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils atteignirent une petite place isolée, haletant, les poumons brûlants et le cœur sur le point de sortir de leur poitrine. « Comment Blanquita a-t-elle pu sortir de la chambre » demanda Elena en serrant la chèvre, désormais calme comme si rien ne s'était passé. « Aucune idée » répondit Antonio en vérifiant que tous les documents étaient intacts. « Mais cette petite nous a clairement sauvés. » Elena embrassa tendrement la tête poilue de Blanquita. « Tu es la fille la plus intelligente du monde entier » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Comment savais-tu que cet homme était mauvais et dangereux ?» Ils s'assirent, épuisés, sur un banc usé de la place, tentant de reprendre leur souffle et d'assimiler ce qui venait de se passer. Le soleil, enfin levé, séchait les flaques laissées par la pluie de la veille. « Et maintenant, que faisons-nous » demanda Elena, perdue. « Nous ne pouvons faire confiance à aucun avocat après ça. Il doit y avoir quelqu'un de vraiment honnête en ville, » dit Antonio en regardant autour. La place était pittoresque, avec ses bancs en fer forgé, quelques arbres offrant de l'ombre, une fontaine coloniale au centre et l'église baroque dominant un côté. Un homme élégant d'environ 75 ans s'approcha, marchant d'un pas assuré. Lunettes dorées, cheveux blancs soigneusement peignés, il s'adressa à eux poliment. « Excusez-moi de vous interrompre, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre course désespérée tout à l'heure. Tout va bien ?» Elena et Antonio échangèrent un regard méfiant, compréhensible après leur expérience traumatisante. Mais il y avait dans ses yeux clairs et directs une sincérité impossible à ignorer. Antonio décida de se confier, « Nous avons eu un sérieux problème avec un avocat sans scrupules. » L'homme acquiesça, comprenant immédiatement. « Ce devait être Rodrigo Torres, je suppose ? Malheureusement, j'ai déjà entendu trop d'histoires horribles à son sujet. » Il tendit la main avec cordialité. « Je m'appelle Alfredo Moral, avocat et notaire. » Elena reconnut le nom mentionné par Doña Mercedes plus tôt. « Nous avons entendu parler de vous ce matin. »« J'espère que ce sont de bonnes choses, » dit-elle. Moral sourit chaleureusement. « Puis-je m'asseoir un instant avec vous ?» Ils firent de la place sur le banc et Alfredo s'assit, arrangeant son veston. « Je suppose que Torres a essayé de vous arnaquer » demanda-t-il directement. Antonio raconta brièvement l'histoire depuis l'abandon des documents jusqu'à la tentative de vol. Alfredo écouta attentivement, hochant la tête avec compréhension. « Puis-je examiner ces documents » demanda-t-il respectueusement. Elena chercha l'approbation d'Antonio, qui acquiesça lentement. Ils lui passèrent les papiers jaunis, et Alfredo commença à les lire calmement, prenant tout le temps nécessaire. À la fin de la lecture, il siffla doucement de surprise. Cela semble complètement légitime et très précieux. Les actes de 1976, sceaux officiels authentiques, signatures enregistrées, tout en ordre légal. Et vous dites qu'ils appartenaient à votre défunt père ? Oui,
confirma Antonio. Il est décédé il y a 16 ans et n'a jamais parlé de ces terres. Nous les avons découvertes par hasard, cachées dans une valise. Que souhaitez-vous faire avec cette propriété ? Demanda Alfredo. Et d'abord, savoir si elles ont encore une valeur réelle, dit Elena. Si ces terres sont toujours légalement nôtres et ce que nous pouvons en faire. Alfredo leur rendit les documents avec précaution. Je vais être totalement honnête et transparent, il faudra investir de l'argent pour toutes les vérifications nécessaires. Accès au registre public de Michoacán, vérification des dettes fiscales, enquêter sur la possession par usucapion. C'est un travail qui demande temps et ressources. Combien cela coûte-t-il ? Demanda Antonio, anxieux. Pour un cas de cette complexité, je demanderais normalement entre 4 000 et 5 000 pesos, répondit Alfredo, mais il fit une pause, les regardant avec compassion. Cependant, je consacre aussi une partie de ma pratique à des cas pro bono. Elena ignorait ce terme. Pro bono signifie que je fais cela complètement gratuitement, seuls les coûts officiels d'environ 700 pesos pour les documents et frais gouvernementaux sont à votre charge. Mon travail et mon temps, je les offre sans aucun coût. Cela semblait trop beau pour être vrai après tout ce qu'ils avaient vécu. Elena, encore méfiante, demanda directement, « Pourquoi feriez-vous cela pour des inconnus comme nous ?» Alfredo regarda l'église baroque. « Mon père a été paysan toute sa vie, travaillant du matin au soir. Jamais beaucoup d'argent ni de possession, mais profondément honnête. Je vois trop souvent des personnes âgées abusées ou spoliées par leurs propres enfants. Si je peux aider concrètement, je le fais sans hésitation. » Sa sincérité était indéniable, et Elena sentit qu'il pouvait enfin lui faire confiance. « Nous n'avons pas les 700 pesos pour l'instant, » admit Antonio. « Aucune urgence, » répondit Alfredo en sortant sa carte professionnelle. « Prenez le temps de rassembler l'argent. Quand vous l'aurez, venez me voir. Mon bureau est au 234 rue principale, 2e étage. » Il se leva avec élégance et s'éloigna. Elena et Antonio restèrent là, hésitants mais pleins d'espoir. 700 pesos semblaient difficiles à réunir, avec seulement 40 pesos en poche et les 900 promis par leurs enfants n'arrivant que dans 3 semaines. Cette nuit-là, allongés dans leur lit étroit et inconfortable avec Blanquita endormie à leurs pieds, Elena rompit le silence. « Nous pourrions essayer de gagner un peu d'argent. Je sais faire du pain sucré, des cocadas, des beignets, je pourrais les vendre au marché ou dans la rue. Et je peux chercher un travail temporaire, » ajouta Antonio. « J'ai encore assez de force dans mes bras, mais tu as des problèmes de dos, » lui rappela Elena. « Je dois faire quelque chose de productif, » insista Antonio. « Je ne resterai pas complètement inutile pendant que tu travailles seul. » Le lendemain, avant l'aube, Elena descendit silencieusement à la cuisine et demanda à Doña Mercedes la permission d'utiliser le four. « Que allez-vous préparer si tôt ?» demanda celle-ci. « Du pain sucré maison pour essayer de le vendre, » expliqua Elena. « Le marché n'est ouvert que le samedi, mais il y a beaucoup de passages ici en semaine, travailleurs, étudiants, toujours des gens cherchant du pain frais. » Elena travailla avec l'habileté et l'expérience acquise toute sa vie. Elle pétrit vigoureusement la pâte, la laissa reposer, forma les pains avec des mains expertes. L'odeur délicieuse envahit bientôt toute la pension. Doña Mercedes descendit, irrésistiblement attirée par l'arôme. « Oh madame, quel parfum incroyable !» s'exclama-t-elle. Cela faisait des années que je n'avais pas senti un vrai pain maison. Elena sourit avec nostalgie. Ma mère m'a appris ce métier quand j'étais enfant, et j'ai enseigné à mes 3 enfants avec beaucoup de patience, mais aucun d'eux n'a jamais voulu apprendre ces traditions familiales. Doña Mercedes posa la main sur son épaule, geste rare de véritable affection. Les enfants d'aujourd'hui ne sont plus comme avant, dit-elle. Ils veulent tout facile et rapide. Ils ne valorisaient absolument pas le travail acharné de leurs parents ni les traditions. Les pains étaient parfaits, parfaitement dorés, dégageant un parfum qui mettait l'eau à la bouche. Elena en avait préparé 20 magnifiques. Doña Mercedes en acheta 4 immédiatement, payant généreusement 6 pesos chacun. C'est bien trop peu, pensa Elena, mais elle répondit honnêtement, un pain de cette qualité dans n'importe quelle boulangerie du centre coûterait facilement 8 ou 9 pesos. J'ai besoin de vendre vite, répondit-elle, je ne suis pas encore connue dans ce village.
Il faut que je gagne la confiance des gens. Avec ses pains soigneusement disposés dans un grand panier prêté par Doña Mercedes, Elena sortit courageusement dans la rue. La matinée était claire et fraîche, et quelques personnes se pressaient déjà vers leur travail. Elle se plaça stratégiquement à l'angle le plus passant et commença à proposer d'une voix claire du pain maison tout juste sorti du four, encore chaud, 6 pesos. Au début, très peu de gens s'arrêtaient, mais l'odeur était irrésistible et attirait l'attention. Une femme élégante d'âge moyen fut la première cliente. « Est-ce que c'est fait avec quels ingrédients exactement ?» demanda-t-elle, méfiante comme il se doit. « Farine de blé, levure fraîche pure, sel, sucre, beurre et beaucoup d'amour », répondit Elena avec un sourire sincère. La femme acheta un pain avec hésitation, le goûta immédiatement dans la rue, et ses yeux s'illuminèrent. Elle revint aussitôt pour en acheter 3 de plus. « C'est absolument délicieux », dit-elle avec enthousiasme. Cela faisait littéralement des années qu'elle n'avait pas goûté un pain véritablement maison, aussi bon. En moins d'une heure et demie, Elena avait vendu les 20 pains, totalisant 120 pesos en main. Elle retourna presque en courant à la pension, avec un immense sourire sur le visage qu'elle n'avait pas eu depuis des jours. Antonio était parti au chercher du travail et revenait à midi, fatigué mais avec des nouvelles encourageantes. « J'ai trouvé un travail temporaire dans une épicerie », annonça-t-il. « Je vais aider à décharger et ranger la marchandise. On me paie 60 pesos par jour. »« Mais ton dos, Antonio ?» s'inquiéta Elena. « Je ferai très attention, je te le promets, » répondit-il. « Et ce n'est que pour quelques jours, le temps de réunir l'argent dont nous avons désespérément besoin. » Les jours suivants, ils établirent une routine épuisante mais efficace. Elena se levait à l'aube quand les étoiles étaient encore visibles. Elle préparait les pains avec soin et les vendait toute la matinée. Antonio travaillait à l'épicerie l'après-midi, portant sac et caisse. Blanquita restait patiemment dans la chambre, mais parfois Elena l'emmenait avec elle, et la petite chèvre blanche devint rapidement très connue et appréciée dans la rue. « Regardez, voilà la dame du délicieux pain avec sa jolie chèvre », disaient les enfants en courant la voir. Les gens commencèrent à attendre Elena chaque matin avec impatience. Certains clients passaient même des commandes spéciales pour le lendemain. Elena commença également à faire du pain de maïs, des cocadas et des beignets qui se vendaient extrêmement bien. Une semaine plus tard, ils s'assirent, épuisés, pour compter soigneusement l'argent récolté. Ils avaient 540 pesos de leur travail, plus 3 cents du premier paiement que les enfants avaient enfin versé. Exactement les 700 dont ils avaient besoin, mais Elena avait un doute qui la tourmentait. Et si ces terres ne valaient absolument rien? Et si nous dépensions cet argent pour rien après tout ce travail? Et si elle valait quelque chose d'important, demanda Antonio en prenant ses mains. Et si c'était vraiment notre dernière chance de recommencer et d'avoir quelque chose qui nous appartienne à nouveau? Le lendemain, ils allèrent directement au bureau de l'avocat Alfredo Moral. C'était complètement différent de celui de Rodrigo Torres. Propre, impeccablement ordonné, avec des bibliothèques remplies de gros livres de droit, des étagères avec des codes légaux et des certificats professionnels encadrés couvrant les murs. Alfredo les reçut personnellement avec un sourire chaleureux et accueillant. « Vous avez finalement décidé de me faire confiance ?» demanda-t-il avec satisfaction. « Nous avons décidé », répondit Antonio. Il posa les 700 pesos soigneusement comptés sur le bureau en acajou. Alfredo prit l'argent, le compta méticuleusement et délivra un reçu officiel détaillé. Cela couvrira exactement tous les frais du registre public de la propriété, les déplacements pour Michoacán, le cadastre municipal, les certificats de liberté de charge, expliqua-t-il. Je commencerai le travail dès cet après-midi sans perdre de temps. Il prit les documents anciens qu'ils avaient apportés avec le plus grand soin. Je vais faire des copies certifiées de tout et vous rendrez les originaux demain même, expliqua-t-il. Ne vous séparez jamais des documents originaux, compris? Ils signèrent plusieurs documents légaux donnant un pouvoir limité à Alfredo pour agir exclusivement en leur nom. L'avocat expliqua patiemment chaque document, sans mots compliqués ni termes juridiques confus. Combien de temps prendra ce processus? Demanda Elena, anxieuse. 3 ou 4 semaines environ, répondit Alfredo. Cela dépend beaucoup de la rapidité des bureaucrates dans les administrations et de l'état des archives anciennes. Les semaines suivantes s'écoulèrent avec une lenteur désespérante.
Elena continua de vendre ses pains à sa clientèle fidèle. Antonio continua de travailler à l'épicerie, même si son dos lui faisait de plus en plus mal. Ils économisaient de l'argent, pensant sérieusement à louer un petit logement indépendant pour ne plus dépendre de la pension. Un jeudi pluvieux, Alfredo apparut personnellement à la pension. Doña Mercedes monta rapidement les escaliers et frappa à la porte. L'avocat moral est en bas et dit qu'il doit vous parler d'urgence. Ils descendirent le cœur battant et les mains moites. Alfredo les attendait dans la petite salle avec un dossier épais sous le bras. Son expression était complètement sérieuse et impossible à interpréter. « Asseyons-nous calmement, dit-il d'un ton grave. Le cœur d'Elena s'accéléra dangereusement. « Mauvaise nouvelle, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle. « Les terres, commença Alfredo en ouvrant lentement le dossier. Elles existent définitivement. Elles sont correctement enregistrées au nom de José Sanchez, votre père, et donc légalement à vous, confirmées officiellement au registre public de la propriété. » Antonio comprit immédiatement qu'il y avait un mais important. « Mais elles sont actuellement occupées, » continua Alfredo. « Une famille complète y vit depuis environ 9 ans. Ils cultivent activement la terre, ont une maison construite, des poules, des cochons. Alors nous perdons complètement le droit sur ces terres, dit Elena, sentant les larmes de frustration lui brûler les yeux. Pas nécessairement, répondit Alfredo. Le temps légal requis pour acquérir la propriété par prescription est de 10 ans complets pour une propriété rurale. Cette famille en a 9. Vous êtes encore absolument les propriétaires légitimes incontestés. Alfredo ouvrit complètement le dossier. Mais il y a quelque chose d'encore plus important que vous devez savoir, continua-t-il. Ces terres ont considérablement augmenté en valeur ces dernières années. Toute la région de Pátzcuaro est en plein développement touristique. Des investisseurs de Mexico et Guadalajara achètent agressivement des terrains dans toute la zone. Vos 15 hectares avec accès à une route et près du lac Val, de façon conservatrice, au moins 350 000 pesos. Silence total. Elena et Antonio se regardèrent, incapables de croire ce qu'ils entendaient. C'était une somme d'argent qu'ils n'avaient jamais imaginée, même dans leurs rêves les plus ambitieux, 350 000 pesos. Antonio put à peine articuler un mot. Au moins ça, répondit Alfredo. Selon l'emplacement exact et les caractéristiques du terrain, cela pourrait même atteindre un demi-million de pesos ou plus si le terrain a vue sur le lac. Elena se mit à pleurer, incapable de se contrôler. C'était un mélange écrasant de bonheur profond, de soulagement immense et de choc émotionnel. Mais il y a le problème important de la famille qui vit et travaille actuellement là-bas, continua Alfredo. Légalement, vous avez 2 options claires. Vous pouvez engager immédiatement une action judiciaire pour restitution de possession, les expulser et prendre possession physique du terrain, ou vous pouvez tenter de négocier un accord mutuellement bénéfique. Quel type d'accord serait possible, demanda Antonio. Cela dépend entièrement de nombreux facteurs, expliqua Alfredo. Vous pouvez essayer de leur vendre directement le terrain s'ils en ont les moyens. Vous pouvez proposer une société ou une copropriété, partageant les gains de la production agricole. Vous pouvez leur louer formellement la terre, tout arrangement juste et convenable pour les 2 parties. Nous devons voir ces terres en personne, dit Elena avec détermination. Nous devons voir cette famille de nos propres yeux avant de prendre une décision. Je peux vous y emmener dès demain si vous le souhaitez, proposa Alfredo. Pátzcuaro est à environ 5 heures d'ici en voiture. Ils acceptèrent sans hésiter. Le lendemain matin, Alfredo passa les chercher à l'heure dans sa voiture spacieuse. Elena insista pour emmener Blanquita. Elle est notre porte-bonheur, expliqua-t-elle en plaçant la petite chèvre dans une grande boîte en carton avec de nombreux trous pour respirer. Le voyage fut long, mais le paysage absolument magnifique, des champs verts à perte de vue, des montagnes bleutées au loin, le ciel clair. Elena regardait par la fenêtre, réfléchissant profondément à la rapidité avec laquelle la vie pouvait changer. Ils arrivèrent en périphérie de Pátzcuaro en milieu d'après-midi. Alfredo avait l'adresse exacte et les coordonnées GPS. Ils suivirent des chemins de terre de plus en plus étroits jusqu'à arriver enfin au lot 32 de l'ancien ranch Santa Clara. C'était vraiment magnifique, bien plus que ce qu'ils avaient imaginé. Il y avait une maison simple mais bien construite, en bois, avec un toit en tôle,
une grande cour avec un potager productif, des dizaines de poules picorant librement, quelques cochons dans un enclos, un âne attaché à un arbre et autour, des hectares de terre fertile plantée de maïs, de haricots et de courges. Une femme mince d'une quarantaine 5 ans sortit de la maison en s'essuyant les mains avec un torchon usé, le visage profondément marqué par le soleil et des années d'inquiétude. Derrière elle, 3 enfants de différents âges regardaient avec curiosité et un peu de peur. « En quoi puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'une voix méfiante. Alfredo descendit en premier de la voiture et se présenta formellement comme avocat. La femme pâlit visiblement. « Vous êtes venu nous expulser d'ici, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix tremblante de terreur. « Je vous en supplie, nous n'avons absolument nulle part où aller. Mon mari est très malade. » « Calmez-vous, s'il vous plaît, madame, » dit Alfredo en levant les mains pour montrer sa bonne foi. « Voici monsieur Antonio et madame Elena. Ils sont les propriétaires légitimes enregistrés de ces terres, mais ils ne sont pas venus nécessairement pour vous expulser. » La femme s'appuya tremblante sur le cadre de la porte, ses jambes fléchissant. « Pour l'amour de Dieu, nous ne savions pas que ces terres avaient un propriétaire, » supplia-t-elle avec désespoir. « Nous pensions honnêtement que c'était une terre abandonnée par le gouvernement. Mon mari est malade, il ne peut pas travailler. Nous avons cultivé cette terre avec notre sueur pendant 9 années complètes. C'est absolument tout ce que nous possédons dans ce monde. » Elena descendit soigneusement de la voiture en portant Blanquita dans ses bras. Elle s'approcha lentement de la femme angoissée. « Comment vous appelez-vous, ma fille ?» demanda-t-elle doucement. « Patricia. »« Patricia Mendoza » répondit-elle. « Patricia, nous ne sommes pas venus pour enlever le foyer de qui que ce soit, » dit Elena avec une véritable gentillesse. « Nous voulions seulement voir l'endroit en personne et comprendre toute la situation. » Patricia s'essuya les larmes du revers de la main, laissant des traces sur ses joues. « Mon mari Martin a trouvé ces terres il y a 9 ans, complètement abandonnées, avec la clôture tombée. Nous n'avions rien, absolument rien. Nous vivions littéralement sous un pont à Morelia avec les petits-enfants. Nous pensions que c'était une terre du gouvernement sans propriétaire. Nous avons commencé à semer peu à peu. Nous avons construit cette petite maison de nos propres mains, planche par planche. » « Depuis combien de temps exactement êtes-vous ici ?» demanda Antonio. « 9 années complètes de travail acharné, » répondit Patricia. « 9 années à nous lever avec le soleil, à suer, à souffrir, mais aussi à espérer. »« Pouvons-nous entrer ?» demanda Elena. « Nous aimerions beaucoup discuter calmement avec vous. » Patricia hésita visiblement, mais finit par accepter d'un geste. L'intérieur de la maison était très simple, mais impeccablement propre. Des meubles anciens, clairement récupérés de la rue, mais soigneusement entretenus, des rideaux faits main, un sol en terre battue mais balayé. Un homme extrêmement maigre, d'environ 50 ans, était allongé sur un canapé rafistolé. Son visage était pâle comme la cire et sa respiration clairement laborieuse et difficile. « Martin, il y a des visiteurs, » dit Patricia d'une voix tremblante. L'homme tenta de se lever avec effort, mais ne put y parvenir. « Restez allongé, s'il vous plaît, monsieur, » dit Elena en s'approchant avec Blanquita. « Vous n'avez pas besoin de vous lever du tout. »« Qui êtes-vous » demanda Martin d'une voix extrêmement faible, à peine audible. « Je suis Elena. »« Voici mon mari, » répondit-elle chaleureusement. « Et cette petite coquine est Blanquita, notre petite chèvre. » Les 3 enfants s'approchèrent timidement, fascinés par l'animal blanc. Blanquita, toujours douce et affectueuse, laissa les enfants la caresser et l'embrasser. « Quelle jolie chèvre » dit la plus petite, une fille d'environ 7 ans aux tresses en bataille. « Merci beaucoup, ma chérie » répondit Elena, émue. « Comment t'appelles-tu ?»« Lupita » répondit-elle timidement. « Et ce sont mes grands frères Pedro et Javier. » Elena sourit aux enfants, sentant son cœur se serrer douloureusement. Ils étaient si petits, si innocents, si vulnérables. Alfredo expliqua soigneusement toute la situation légale à Patricia et Martin. Les terres appartenaient légalement à Antonio par héritage direct de son père, mais cette famille y vivait et travaillait depuis 9 ans, presque le temps requis pour l'usucapion. « Nous ne savions vraiment pas » répétait Patricia encore et encore en larmes. « Je le jure par mes enfants,
nous ne savions pas qu'il y avait un propriétaire enregistré. Martin se mit à tousser violemment, un son horrible venant du fond de ses poumons. Patricia courut immédiatement pour l'aider, le soutenant et lui frottant le dos. Il a quelque chose de très grave au poumon, expliqua-t-elle d'une voix étranglée. Il y a environ 6 mois, cette terrible toux a commencé et ne disparaît jamais. Nous sommes allés au centre de santé du village, mais ils nous ont dit qu'il avait besoin d'examens spécialisés qu'ils ne peuvent pas faire. Radiographie, analyse de sang, peut-être même un scanner, et nous n'avons pas un peso pour payer un hôpital privé. Elena observa attentivement chaque détail. On voyait clairement une famille de travailleurs absolument honnêtes à qui la vie avait infligé des coups terribles. Elle se rappela douloureusement de ses propres enfants, de la façon dont ils l'avaient traité elle et Antonio sans aucune compassion. Et voici cette famille, luttant désespérément pour survivre avec dignité. « Vous cultivez quoi exactement ?» demanda Antonio avec un intérêt sincère. « Maïs, haricots, courges, piments et quelques légumes », répondit Patricia en montrant par la fenêtre. « Nous vendons ce que nous pouvons au marché de Pátzcuaro chaque dimanche. Cela ne rapporte pas beaucoup d'argent, mais c'est ce que nous pouvons produire de nos mains. Et si la récolte est bonne cette année, cela suffira-t-il pour le traitement médical de Martin ?» demanda directement Elena. Patricia baissa la tête, visiblement résignée. « Nous attendons de tout cœur la récolte de maïs dans 2 mois. Si elle se vend à bon prix, peut-être que cela suffira pour réaliser quelques examens de base, rien de plus. Pas pour un traitement complet. » Elena et Antonio se regardèrent profondément dans les yeux pendant de longues secondes, communiquant sans mots. Après 50 ans de mariage, il y avait quelque chose de profond dans cette famille qui les touchait directement au cœur. Peut-être était-ce la reconnaissance de l'effort honnête qu'ils avaient eux-mêmes vécu, l'amour inébranlable entre eux, le soin sincère des enfants, tout ce que leurs propres enfants n'avaient jamais montré. « Nous devons parler en privé un instant », dit Elena à Alfredo. Ils sortirent dans la cour où les enfants avaient déjà emmené Blanquita pour voir les poules de l'enclos. « Nous ne voulons absolument pas expulser cette famille d'ici », commença Elena d'une voix ferme. Mais Alfredo fut interrompu par Elena, préoccupée professionnellement. « Ces terres valent une fortune considérable. Vous avez désespérément besoin de cet argent. » « Je le sais très bien, et nous avons aussi besoin de cet argent, » admit Elena, mais elle regarda directement Antonio, qui acquiesça totalement. « Mais pas ainsi, pas de cette manière, pas en enlevant le toit et le gagne-pain d'une famille avec de jeunes enfants et un père gravement malade. Cela nous rendrait exactement les mêmes que nos enfants. »« Alors, que proposez-vous de faire ?» demanda Alfredo. Antonio expliqua l'idée qu'ils avaient discutée silencieusement avec leurs regards. « Nous pensons sérieusement à faire une société juste. Ils continuent de vivre ici et de travailler la terre comme toujours. Nous entrons officiellement comme propriétaires légaux, divisons tous les profits exactement en 2 et nous aidons financièrement avec le traitement médical complet de Martin. » « C'est extraordinairement généreux de votre part, » dit Alfredo, sincèrement impressionné. « Ce n'est pas de la générosité, maître, » corrigea Elena avec fermeté. « C'est simplement faire ce qui est juste. Traiter les autres comme nous aurions voulu être traités. » Ils retournèrent à l'intérieur de la maison et expliquèrent en détail la proposition à Patricia et Martin. La femme se mit à pleurer abondamment, incapable de se retenir. « Vous feriez vraiment cela pour nous ?» demanda-t-elle, incrédule. « Mais nous sommes des étrangers pour vous. »« Aujourd'hui vous êtes des étrangers, » dit Elena avec sagesse, « mais demain vous pourriez être nos associés, et avec le temps, peut-être même des amis proches. » Martin, malgré sa grande faiblesse, réussit à tendre la main tremblante vers Antonio. « Nous acceptons votre généreuse proposition, » dit-il d'une voix brisée par l'émotion. « Et je le jure pour mes enfants, nous travaillerons plus dur que jamais. Vous verrez les résultats, je n'en doute pas, » répondit Antonio en lui serrant fermement la main. Alfredo rédigea professionnellement un contrat de société détaillé sur place. Il fut parfaitement établi que Patricia et Martin auraient le droit de vivre à vie dans la propriété et de travailler la terre. Les bénéfices nets seraient partagés exactement moitié-moitié, sans exception. Antonio et Elena aideraient financièrement à couvrir tous les frais médicaux nécessaires pour Martin jusqu'à sa complète récupération. Tous signèrent le document avec témoin et Alfredo le légaliserait devant notaire.
Dans les jours suivants, ils retournèrent à San Miguel del Val, mais cette fois avec un espoir complètement renouvelé et réel. Avec la division équitable des gains de chaque récolte, ils auraient un revenu modeste mais constant. Ce ne serait pas une fortune, mais définitivement suffisant pour vivre avec dignité et tranquillité. Cependant, la vie réservait encore d'autres surprises et épreuves. 2 semaines plus tard, Antonio reçut un appel complètement inattendu sur le téléphone portable basique qu'il possédait. C'était Roberto, le fils aîné. « Papa, j'ai entendu dire que vous avez trouvé des terres à Michoacán, » dit-il sur un ton détaché, comme si de rien n'était. Le cœur d'Antonio se figea littéralement. « Comment diable as-tu appris cela ?» demanda-t-il d'une voix contrôlée. Le cousin Ernesto répondit, « Roberto vit à Morelia et les a vus par hasard à Pátzcuaro. Il dit que dans tout le village, on parlait des terres précieuses des Sanchez. » Antonio ferma les yeux de frustration. Ernesto était le fils d'un cousin éloigné avec qui ils avaient complètement perdu contact depuis plus de 15 ans. « Et qu'est-ce que tu veux exactement, Roberto ?» demanda-t-il directement. « Écoute papa, il faut être réaliste, » dit Roberto sur ce ton condescendant qu'Antonio détestait tant. « Nous sommes tes enfants légitimes. Nous avons également des droits légaux, en plus de tout héritage. »« Héritage » s'exclama Antonio. « Vous avez vendu notre maison sans permission. Vous nous avez abandonnés sur la route comme des chiens, vous nous avez laissés avec presque rien, et maintenant vous osez parler de droit d'héritage. »« Ce n'est pas exactement comme ça, papa, » tenta de se justifier Roberto. « Roberto, nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour ton bien-être, le meilleur pour ton propre bien-être. »« Tu veux dire ?» corrigea Antonio avec amertume. Antonio raccrocha brusquement le téléphone sans dire un mot de plus. Elena avait entendu toute la conversation et son visage était complètement pâle. « Ils vont venir pour nous. » Antonio dit d'une voix tremblante, « Je le sais dans mon cœur. Ils vont essayer de nous enlever ça aussi. » Et effectivement, ils sont venus. 3 jours plus tard, les 3 enfants sont apparus sans prévenir à la pension. Roberto, Daniel et Sofia sont entrés sans même frapper à la porte, montant directement dans la chambre de leurs parents, comme s'ils avaient quelques droits. « Maman, papa, nous devons parler d'urgence d'une affaire juridique importante, » dit Roberto, comme s'il était à une réunion d'affaires. « De quoi exactement ?» Antonio était assis sur le lit avec Elena à ses côtés, tenant protectivement Blanquita. « Sur ces terres au Michoacán, » dit Daniel, le fils du milieu, « nous avons des droits légaux sur une partie proportionnelle d'entre elles, selon le code civil. »« Vous n'avez absolument aucun droit sur quoi que ce soit, » répondit Elena en se levant d'une voix étonnamment ferme. C'est alors que Blanquita, qui semblait tranquille sur les genoux d'Elena, se débattit soudain violemment et échappa à ses bras. Blanquita cria Elena désespérée, mais la petite chèvre avait déjà filé par la fenêtre ouverte donnant sur la cour. « Ma petite chèvre ne peut pas se perdre. » Elena courut vers la fenêtre, voyant Blanquita dans le jardin arrière de la pension. « Oublie cette chèvre, maman, » dit Roberto avec mépris. « Nous parlons d'argent réel, de centaines de milliers de pesos ici. » Mais Elena n'écoutait absolument rien. Elle descendit les escaliers en courant le plus vite possible. Antonio la suivit immédiatement. Les 3 enfants se regardèrent exaspérés et descendirent eux aussi sans hâte. Dans la cour, Elena tentait désespérément d'attraper Blanquita, mais la chèvre fuyait obstinément vers la partie la plus éloignée, envahie par de hautes herbes. « Blanquita, s'il te plaît, viens ici, ma petite » supplia Elena en avançant maladroitement dans la végétation. C'est alors qu'elle trébucha violemment sur une grosse racine et tomba avec une force terrible. Le cri de douleur fut absolument déchirant. « Elena !» Antonio arriva en courant, le cœur battant. « Elena, mon amour, es-tu bien ?» Mon cheville gémissait, Elena se tordant de douleur intense. « Je crois que je l'ai cassé. C'est horrible. » Antonio regarda derrière, s'attendant instinctivement à ce que ses enfants viennent immédiatement aider leur mère, mais ce qu'il vit le fit littéralement bouillir de rage. Roberto, Daniel et Sofia étaient debout à l'entrée de la cour, discutant vivement entre eux, complètement indifférents à la souffrance. « Nous devrions peut-être aider, » disait Sofia avec hésitation. « Laisse papa s'en charger. Nous devons rester concentrés sur l'affaire des terres, »
répondit froidement Roberto. Mais elle a l'air vraiment blessée, insistait Daniel, hésitant. Et alors, répliqua Roberto. Cela ne change absolument rien à nos droits légitimes sur l'héritage. Antonio ne pouvait pas croire ce que ses oreilles entendaient. Ses enfants discutaient froidement d'argent alors que leur mère était à terre, souffrant horriblement. Il leur cria de toutes ses forces, « Partez immédiatement. Sortez et ne revenez jamais devant nous. » C'est Doña Mercedes qui finit par accourir pour aider en entendant les cris. Elle et Antonio, avec beaucoup de difficultés, aidèrent Elena à se relever et à entrer en boitant. La cheville était terriblement enflée et violacée. Elle doit aller d'urgence à l'hôpital, dit Doña Mercedes avec inquiétude. Je vais appeler un taxi tout de suite. Je vais l'emmener, interrompit Fernando, le camionneur qui venait d'arriver à la pension pour livrer quelques affaires. Ils emmenèrent Elena aux urgences de l'hôpital régional. Les 3 enfants étaient déjà partis, mais pas sans laisser un message menaçant à Doña Mercedes. Nous reviendrons avec notre avocat et ça ne restera pas ainsi. À l'hôpital, après des radiographies douloureuses, ils découvrirent qu'Elena s'était effectivement fracturé la cheville. Elle devrait la garder plâtrée pendant au moins 8 semaines complètes sans pouvoir marcher normalement. Ne pleure pas, mon amour. Antonio lui tenait la main pendant qu'ils attendaient le plâtre. Nous allons trouver le moyen de régler tout ça. Blanquita sanglotait auprès d'Elena, coupable. C'est ma faute, Blanquita, par ma faute. Nous allons la retrouver dès notre retour à la pension. Je te le promets, répondit Antonio. Mais il s'avéra qu'il n'était pas nécessaire de la chercher. À leur retour, déjà tard dans la nuit, Blanquita attendait patiemment à la porte de la chambre. La petite chèvre, dès qu'elle vit Elena, courut vers elle en bêlant et se blottit soigneusement sur ses genoux, évitant la jambe plâtrée. « Tu es rentrée, ma précieuse, dit Elena en serrant la chèvre avec un immense soulagement. Ma petite intelligente est revenue à la maison. Cette nuit-là, allongée avec beaucoup de difficulté dans le lit, Elena avec la jambe complètement immobilisée et Blanquita veillant à leurs pieds, Antonio prit une décision ferme. Demain, nous irons voir le licencié Alfredo, dit-il avec détermination. Nous devons parler de ce que les enfants peuvent réellement faire légalement. Le lendemain matin, ils se rendirent en boitant avec des béquilles au cabinet du licencié Alfredo Moral, Elena avec ses béquilles, Antonio portant soigneusement Blanquita. Alfredo écouta avec une indignation croissante toute l'histoire de l'apparition des enfants, de la terrible chute d'Elena, du mépris absolu des enfants. Juridiquement parlant, ils ont raison sur un point spécifique, dit Alfredo en choisissant très soigneusement ses mots. Lorsque tu décéderas, Antonio, les biens entreront dans un processus successoral et seront répartis entre Elena comme conjointe, et les 3 enfants comme héritiers légitimes. C'est ce que précise clairement le Code civil. Mais je ne suis pas encore décédé, insista Antonio en frappant la table de frustration. Ces terres sont légalement à moi. Je peux faire exactement ce que je veux avec elles maintenant. Exactement, confirma Alfredo. Et c'est précisément ce que je te suggère de faire. Tu peux donner de ton vivant la moitié complète à Elena par acte notarié. Ainsi, lorsque tu ne seras plus là, seule la moitié restante entrera dans l'inventaire successoral. Le reste sera déjà complètement à elle sans discussion. Et les enfants auront droit uniquement, en dehors de cette moitié qui entre dans l'inventaire. Ce sera significativement beaucoup moins que ce qu'ils prétendent vouloir maintenant. Faisons ça immédiatement, décida Antonio. Je veux que tout soit absolument enregistré au nom d'Elena également pour la protéger. Les documents légaux furent préparés méticuleusement. Elena était maintenant copropriétaire légitime de exactement la moitié des terres. Lorsque Roberto, Daniel et Sofia apprirent ce mouvement légal, ils se mirent complètement en colère. C'est une manœuvre clairement illégale pour nous nuire, cria Roberto en faisant irruption furieusement dans le cabinet d'Alfredo. Quelques jours plus tard, c'est complètement légal et parfaitement valide, répondit Alfredo en gardant son calme professionnel. Ton père a tout à fait le droit de disposer librement de ses biens tant qu'il est vivant. Nous allons porter plainte devant un juge, menaça Daniel. Faites-le en toute confiance, répondit Alfredo. Vous allez perdre catégoriquement et en plus passer pour de très mauvais joueurs. Et effectivement, ils perdirent. Le juge,
qui analysa soigneusement le dossier, ne se contenta pas de rejeter complètement la plainte, mais réprimanda sévèrement les 3 frères et sœurs pour leur comportement. Il est absolument honteux de voir des enfants adultes agir de manière aussi déplorable, dit la juge lors de l'audience publique, en essayant de dépouiller leurs propres parents âgés alors qu'ils sont encore en vie. Ayez au moins un minimum de décence et de dignité. Battus légalement devant les tribunaux, les 3 frères et sœurs essayèrent alors une autre tactique plus vile. Ils commencèrent à répandre des rumeurs malveillantes dans tout le village, disant que les parents étaient complètement séniles, qu'ils avaient été manipulés par des avocats sans scrupules, qu'ils ne savaient absolument pas ce qu'ils faisaient. Vous avez vu comment la maman se promène avec une chèvre partout, disait Roberto dans les conversations au marché. Ce n'est pas le comportement normal d'une personne saine d'esprit. Et le papa s'est laissé tromper facilement par ce tal Alfredo Moral, ajouta Daniel. N'importe qui avec un minimum de jugeote peut voir qu'il y a quelque chose d'extrêmement étrange dans tout ça. Les ragots se répandirent rapidement comme une traînée de poudre dans le petit village. Certaines personnes commencèrent à regarder Elena et Antonio avec une pitié condescendante, d'autres avec méfiance, mais beaucoup, surtout ceux qui connaissaient personnellement le couple boulanger et leur bonté authentique, ne crurent rien du tout. Je lui achète du pain à Doña Elena. Absolument tous les jours sans faute, dit une cliente fidèle, la défendant publiquement. Elle est complètement lucide, travailleuse, infatigable, aimable avec tous. Si ses propres enfants étaient vraiment bons, ils seraient ici pour l'aider, pas pour tenter de lui voler le peu qu'elle possède. Le soutien de la communauté commença à croître de manière notable. Les gens qui achetaient religieusement le pain d'Elena, les commerçants qui connaissaient le travail honnête d'Antonio, les voisins qui avaient tout vu, absolument tous, se positionnèrent fermement en faveur du couple âgé. C'est alors qu'une infirmière de l'hôpital régional nommée Gabriela, qui avait soigné Elena le terrible jour de la fracture, vint chercher le couple directement à la pension. Mercedes, je m'appelle Gabriela Mendoza, se présenta cordialement. Je voulais discuter avec vous de quelque chose de très important. On l'invita à monter dans la chambre. Gabriela regarda autour de l'espace modeste, vit Blanquita reposant tranquillement dans son coin et sourit avec tendresse. Je connais toute la vérité sur vous, dit-elle directement. Je sais parfaitement que vos enfants vous ont abandonné cruellement. Je sais pour les terres héritées. Je sais qu'ils répandent d'horribles mensonges à votre sujet. Comment savez-vous tout cela, demanda Elena, surprise, car San Miguel est un village très petit où tout le monde se connaît. Je suis la nièce de Patricia et Martin, la famille qui vit sur vos terres du Michoacán, répondit Gabriela en faisant une pause significative. Elena ouvrit grand les yeux, surprise, leur nièce. Exactement, confirma Gabriela. Ma mère est la sœur aînée de Patricia. Elle ne vit pas ici, mais je prends soin de ma tante et de mon oncle à distance autant que je peux. Quand j'ai appris par ma tante que vous aviez fait une société juste, au lieu de les expulser sans pitié, j'ai ressenti une profonde gratitude. Ce sont des gens extraordinairement bons, dit Antonio avec sincérité. Ils ne méritaient en aucun cas d'être jetés cruellement à la rue et vous non plus ne méritiez ce que vos propres enfants vous ont fait, répondit Gabriela avec fermeté. C'est pourquoi je suis venue. Je veux vous aider d'une manière ou d'une autre. Comment pourriez-vous nous aider, demanda Elena. Gabriela expliqua qu'elle avait d'excellentes connexions à l'hôpital et dans la communauté médicale. Elle connaissait des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux. Elle pouvait aider à diffuser la vérité sur la situation, à démentir efficacement les rumeurs malveillantes des enfants. Et il y a quelque chose de plus important, continua-t-elle. Il existe un programme de la municipalité pour aider spécifiquement les personnes âgées en situation de vulnérabilité. Vous y avez parfaitement droit. Je peux vous aider à lancer toutes les démarches nécessaires. Nous ne voulons pas de charité, dit Elena avec fierté. Ce n'est pas de la charité du tout, corrigea Gabriela. C'est un droit que vous avez en tant que citoyen mexicain de plus de 65 ans. Aide pour les médicaments, consultations médicales, paniers alimentaires de base, ces choses fondamentales. Ils acceptèrent finalement l'aide proposée. Gabriela accomplissait absolument tout ce qu'elle avait promis. En quelques jours, la perception dans le village commença à changer complètement. Les gens comprirent enfin clairement que les enfants étaient les véritables méchants de cette histoire, pas les parents. Roberto,
Daniel et Sofia, réalisant qu'ils avaient perdu complètement le soutien populaire et toutes les batailles légales, décidèrent de tenter un dernier recours désespéré, engager un avocat sans scrupules pour tenter légalement de prouver l'incapacité civile des parents. Si nous réussissons à prouver qu'ils n'ont pas les conditions mentales adéquates pour gérer leurs biens, nous pouvons demander au juge une curatelle, expliqua l'avocat qu'ils avaient engagé, un homme sans aucun scrupule nommé licencié Suarez. La plainte formelle fut déposée officiellement au tribunal de la famille. Le licencié Alfredo Moral fut profondément indigné lorsqu'il reçut la citation judiciaire. « C'est absolument absurde et insultant », dit-il furieux à Elena et Antonio. « Ils tentent de vous déclarer légalement incapables comme si vous étiez des enfants et peuvent-ils réussir ?» demanda Elena, terrifiée. « Non, si je peux l'empêcher d'une manière ou d'une autre, » répondit Alfredo. « Nous allons nous préparer méticuleusement pour cette audience et montrer au juge avec des preuves solides qui vous êtes réellement. » La date de l'audience cruciale fut fixée 3 semaines plus tard. La veille, Elena ne dormit absolument pas. Et si le juge leur donnait raison, et si nous perdions tout de nouveau ? Tranquille, mon amour, l'embrassa Antonio dans le lit. La vérité finit toujours par éclater. Le jour de l'audience, ils arrivèrent très tôt au tribunal, les nerfs à vif. Le licencié Alfredo les attendait déjà avec un énorme dossier rempli de documents et de preuves, mais il n'était pas seul. Doña Mercedes était là, Fernando le camionneur, Gabriela l'infirmière, Patricia et Martin avaient voyagé depuis le Michoacán. Les clientes fidèles qui achetaient le pain d'Elena, le propriétaire du magasin où travaillait Antonio, des dizaines de personnes qui connaissaient le couple et voulaient les soutenir. « Qu'est-ce que tout cela ?» demanda Elena, émue aux larmes. « C'est le village de San Miguel qui montre qui vous êtes réellement, » répondit le licencié Alfredo. Lorsque l'audience commença formellement, l'avocat Suarez présenta ses arguments fallacieux. Il prétendit qu'Elena se promenait avec une chèvre, que c'était un comportement irrationnel, que les deux avaient été clairement manipulés, qu'ils n'avaient pas de réelle capacité à gérer des biens. C'est alors que le licencié Alfredo demanda respectueusement la parole. « Votre honneur, je demande la permission d'appeler plusieurs témoins », dit la juge, une femme sérieuse d'environ 55 ans au regard perçant et intelligent, qui hocha la tête avec approbation. Les témoins furent appelés à la barre. Doña Mercedes raconta en détail comment Elena faisait des pains absolument merveilleux et gérait parfaitement bien son argent, tenant des comptes exacts. Fernando relata avec émotion comment le couple avait été cruellement abandonné, mais avait toujours gardé sa dignité intacte. Gabriela expliqua professionnellement l'extraordinaire générosité de leurs parents envers leur famille. Patricia pleura ouvertement en décrivant comment, au lieu de les expulser, ils avaient proposé une société juste. Les clientes parlèrent avec enthousiasme de la façon dont Elena était attentive, se souvenant parfaitement des commandes spécifiques et discutant de chacune avec cohérence. Le propriétaire du magasin loua largement le travail responsable d'Antonio, sa ponctualité, son sens du devoir. « Et la chèvre ?» demanda enfin la juge avec une curiosité sincère. « Il est vrai que vous vous promenez avec une chèvre partout, Madame Elena. » Elena se leva, s'appuyant fermement sur ses béquilles. « C'est absolument vrai, votre honneur, » répondit-elle avec dignité. « Blanquita est ma fidèle compagne. Quand mes enfants m'ont tout pris, elle est restée avec moi et c'est elle qui a trouvé les documents cachés des terres que mon beau-père avait laissés. » Elle fit une pause. « Cela peut sembler étrange, j'admets, mais avoir Blanquita avec moi me donne paix et force. Cela me rend incapable mentalement ?» La juge observa attentivement Elena. Elle voyait une femme de 69 ans debout, avec une difficulté évidente, mais aux yeux absolument clairs, déterminés et intelligents. Aucune confusion mentale, aucune sénilité, aucune incapacité. Puis elle regarda sévèrement les 3 enfants assis de l'autre côté de la salle. Roberto, en costume très cher, regardant son téléphone. Daniel, bougeant son portable sans réelle attention. Sofia, avec une expression d'agacement. « J'ai quelques questions directes pour les plaignants », dit la juge d'un ton sévère. Elle appela d'abord Roberto à la barre. « Pouvez-vous me dire exactement quand vous avez rendu visite à vos parents pour la dernière fois avant de vendre leur maison ?» Roberto hésita visiblement. « Je ne me souviens pas exactement, » dit la juge, et il tenta de réfléchir. « Peut-être il y a environ 8 mois. »
8 mois complets, répéta la juge. Et pendant cette période, combien de fois avez-vous appelé pour savoir comment ils allaient? Silence gênant. Aucune fois, n'est-ce pas? Demanda la juge sans attendre de réponse. Et vous, regarda Daniel, contribuez-vous financièrement de quelque manière à vos parents avant de vendre la maison sans permission? Ils n'en avaient pas besoin, se défendit Daniel faiblement. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, l'interrompit la juge. J'ai demandé clairement si vous aidiez financièrement, oui ou non? Non. Mais, répondit Daniel. Assez, coupa la juge en prenant des notes. Et vous, la plus jeune, Sophia, où étiez-vous lorsque vos parents furent littéralement abandonnés sur la route avec une valise et une chèvre? Je suis restée dans la voiture avec mes frères, répondit Sophia en baissant les yeux. Et cela ne vous a-t-il pas paru mal? Nous pensions honnêtement que c'était pour leur bien, murmura-t-elle. Pour leur bien, répéta la juge en enlevant ses lunettes. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vois énormément de cas dans ce tribunal de la famille. Je vois des familles en conflit terrible, des héritages disputés violemment, enfants et parents se battant amèrement pour de l'argent, mais très rarement je vois quelque chose d'aussi absolument clair que ce cas. Elle consulta les documents du dossier. Ils ont vendu la maison de leurs parents sans aucun consentement, prétendant faussement que c'était pour leur bien. Ils les ont abandonnés cruellement au bord d'une route sous la pluie. On leur a offert une misère insultante, et maintenant qu'ils découvrent qu'ils ont des biens de valeur considérable, ils veulent les déclarer incapables pour prendre le contrôle total. Roberto tenta de parler, mais la juge leva autoritairement la main. Je n'ai pas encore fini, dit-elle. Elle regarda directement Elena et Antonio. Je vois ici assis un couple qui, malgré avoir été traité de la manière la plus terrible et imaginable, a réussi à se relever avec dignité. Ils ont trouvé des documents extrêmement précieux, au lieu de penser égoïstement à eux-mêmes, ont conclu une société absolument juste avec une famille vulnérable sur leur terre. Cela ne me semble absolument pas être une incapacité mentale. Cela me paraît une profonde sagesse et une bonté extraordinaire. La juge frappa fermement le marteau. Plainte complètement infondée, déclara-t-elle, les plaignants sont condamnés au paiement total des frais de procédure et de tous les honoraires d'avocat, et en plus, regarda avec sévérité absolue les 3 enfants. Je veux que vous sachiez que vous avez énormément de chance, une chance que vous ne méritez franchement pas. La chance d'avoir des parents qui, malgré absolument tout ce que vous avez fait, n'ont rien demandé légalement contre vous. Si cela ne tenait qu'à moi, vous quitteriez cet endroit avec bien plus qu'une simple défaite judiciaire. L'audience se termina par un applaudissement spontané de tous les présents. Elena s'effondra en sanglots dans les bras d'Antonio, libérant des années de douleur accumulées. Les personnes venues témoigner s'approchèrent pour les embrasser avec un véritable affection. Roberto, Daniel et Sophia sortirent la tête basse, sans oser regarder en arrière, complètement honteux. Dehors, le licencié Alfredo serra chaleureusement le couple dans ses bras. « C'est fini définitivement », leur dit-il avec satisfaction. « Ils ne pourront plus jamais s'en prendre à vous. » « Comment pouvons-nous vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous ?» demanda Antonio, la voix brisée. « Vivre pleinement, être heureux, faire le bien, » répondit Alfredo. « C'est déjà toute la gratitude dont j'ai besoin. » Dans les semaines suivantes, la vie retrouva peu à peu une certaine normalité. La cheville d'Elena guérit complètement, bien qu'un peu faible, et ils continuèrent à vendre leur pain de plus en plus populaire. La récolte à Pátzcuaro fut exceptionnellement bonne. Selon les rapports enthousiastes de Patricia par téléphone chaque semaine, un après-midi tranquille de dimanche, Sophia, la plus jeune fille, apparut seule à la pension, les yeux visiblement rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré pendant des heures. « Papa, maman, puis-je vous parler, s'il vous plaît ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Elena et Antonio échangèrent un regard méfiant compréhensible après tout ce qu'ils avaient vécu. « Que veux-tu, Sophia ?» demanda Antonio prudemment. « Demandez pardon, sincèrement, » dit Sophia la voix brisée, « j'ai absolument tout gâché. J'ai suivi aveuglément mes frères. Je croyais qu'ils avaient raison, mais ils se trompaient terriblement. Et j'ai été une fille horrible, impardonnable. » Le cœur d'Elena se serra douloureusement. De tous les enfants, Sophia avait toujours été la plus proche d'elle, la cadette, le bébé qu'elle avait bercé d'innombrables nuits. « Pourquoi l'as-tu fait,
ma fille, demanda-t-elle, les larmes coulant déjà. Parce que je suis faible, maman, répondit Sofia avec brutale honnêteté. Parce que j'ai toujours été trop influencée par mes frères aînés. Roberto disait constamment que vous étiez vieux, inutile, incapable de gérer la maison correctement, et que c'était notre entière responsabilité de décider pour vous. Et moi, comme une idiote, je l'ai cru. Sofia se mit littéralement à genoux devant ses parents, mais elle se trompait complètement. Lève-toi de là, ma fille, dit enfin Elena. Ce n'est pas la bonne manière de demander pardon. Sofia se leva lentement, essuyant ses larmes du dos de la main. Je sais parfaitement que je ne le mérite pas, dit-elle à voix à peine audible. Mais pourrez-vous jamais me pardonner? Elena regarda profondément Antonio. Il résistait encore clairement. Elle le connaissait trop bien après 50 ans, mais elle pouvait voir sa douleur intérieure, le profond désir de récupérer, même avec l'une de ses filles. Pardonner est une chose, dit Elena avec sagesse. Oublier en est une autre très différente. Nous pouvons te pardonner, Sofia, mais la confiance, ça, tu devras la reconquérir jour après jour par tes actions, pas par tes mots. Je vais le faire, promit Sofia désespérément. Je te le jure sur tout ce qui est sacré. Laisse-moi te le prouver par des actes. Permets-moi de te montrer que j'ai réellement changé au plus profond de moi. Comment exactement, demanda finalement Antonio, parlant pour la première fois. De la manière que vous jugerez nécessaire, répondit Sofia. Travail, aide, tout ce dont vous avez besoin. Je suis prête. Curieusement, Blanquita prit la décision. La petite chèvre, qui avait été tranquille dans son coin habituel, s'approcha lentement de Sofia et commença à frotter doucement sa tête contre ses jambes. Elle ne donna aucun coup, ne s'enfuit pas effrayée, elle montra juste de l'affection. Elena sourit légèrement malgré tout. Même Blanquita est prête à te donner une seconde chance, dit-elle. Dans les mois suivants, Sofia montra constamment que son changement était sincère et profond. Elle rendait visite à ses parents religieusement tous les jours, aidait en tout sans se plaindre. Elle voyagea même plusieurs fois à Pátzcuaro pour rencontrer Patricia et Martin et aider physiquement à la récolte. C'est vraiment une bonne jeune fille, dit Patricia à Elena lors d'une conversation téléphonique. Elle travaille dur sans relâche, respecte tout le monde. On voit qu'elle est sincèrement désolée. Le traitement médical de Martin progressa extraordinairement bien grâce à l'argent de la société. Tous les examens nécessaires furent couverts et ils découvrirent qu'il avait une infection pulmonaire chronique qui, traitée correctement avec des antibiotiques spécifiques, s'améliorerait complètement. La récolte de cette année fut véritablement exceptionnelle, bien meilleure que prévu. Ils vendirent tout le maïs, les haricots et les courges à d'excellents prix. Après un partage honnête à moitié-moitié, Elena et Antonio reçurent 18 000 pesos. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie, dit Elena, étonnée en regardant son relevé bancaire. Que faisons-nous de tout ça, demanda Antonio, dépassé. Ils réfléchirent attentivement pendant plusieurs jours. Ils auraient pu louer une maison beaucoup mieux, acheter des choses dont ils avaient besoin depuis des années. Mais Elena eut une idée complètement différente. Antonio, nous avons traversé tout ce que nous avons traversé, n'est-ce pas, dit-elle pensivement. Le terrible sentiment d'être abandonné sans pitié, de n'avoir absolument nulle part où aller. Oui, répondit Antonio. Il doit y avoir d'autres personnes âgées dans exactement la même situation horrible, d'autres dont les enfants les ont abandonnés cruellement et qui n'ont rien. Antonio comprit immédiatement où elle voulait en venir. Tu veux aider d'autres personnes? Je veux faire beaucoup plus que simplement aider, dit Elena avec détermination. Je veux créer un lieu, un véritable refuge, un endroit où les personnes âgées abandonnées peuvent vivre avec dignité, avoir une paix véritable, se sentir à nouveau valorisées. L'idée grandit rapidement avec l'argent de la récolte et le soutien inconditionnel du licencié Alfredo Moral, qui offrit toute l'aide juridique gratuitement. Ils commencèrent sérieusement à planifier le projet. Ils retournèrent à Pátzcuaro pour parler à Patricia et Martin, qui furent absolument séduits par l'idée. Il y a largement assez d'espace ici, dit Martin, déjà remarquablement rétabli de sa maladie. Nous pouvons construire plusieurs petites maisons simples sur la partie nord du terrain, sans affecter les cultures, avec l'aide précieuse de Sofia,
qui s'avéra étonnamment doué pour les travaux de construction et de menuiserie, et avec les donations qui commencèrent à arriver généreusement lorsque l'histoire se répandit dans toute la région. Le projet prit rapidement forme. En seulement 6 mois intenses, ils avaient 5 petites maisons modestes mais dignes prêtes, en plus de la maison principale. Chaque maisonnette comprenait une chambre spacieuse, une salle de bain complète, une petite cuisine et un porche. Ils construisirent également un grand poulailler communautaire. Chaque personne âgée venant vivre à cet endroit recevrait sa propre chèvre ou poule pour avoir une compagnie fidèle, comme Elena avait eu Blanquita. Le premier résident fut don Esteban, un homme de 74 ans qui avait été cruellement abandonné dans un asile public et complètement oublié par sa famille pendant plus de 3 ans. Il arriva triste, silencieux, sans aucun espoir. « Ici, c'est votre maison maintenant, don Esteban, lui dit Elena chaleureusement, et voici votre compagne. » Elle lui remit une petite chèvre blanche, identique à Blanquita. Esteban la prit avec des doigts tremblants et ridés. « Cela fait plus de 50 ans que je n'ai pas touché une chèvre, dit-il d'une voix brisée, depuis que je vivais à la ferme avec mes parents, étant tout juste un garçon. » Alors vous savez parfaitement comment en prendre soin, répondit Elena. Peu à peu, d'autres personnes âgées abandonnées arrivèrent, Doña Carmen, dont les enfants s'étaient violemment disputé l'héritage avant même sa mort, la laissant seule, don Hector, à qui un escroc sans scrupules avait tout pris, le laissant dans la rue, Doña Magdalena, abandonné sans pitié dans une gare routière par sa belle-fille qui ne voulait plus s'en occuper. Chacun reçut sa propre maisonnette et un animal de compagnie. Le lieu fut solennellement nommé Refugio Esperanza en hommage éternel à la petite chèvre qui avait tout changé. L'histoire commença à se répandre rapidement dans toute la région. Les journaux locaux firent des articles émouvants, une station de radio réalisa des interviews, et enfin une chaîne de télévision d'État envoya une équipe complète pour faire un reportage spécial. « Nous sommes ici au Refugio Esperanza », disait la journaliste, émue. Un lieu extraordinaire créé par un couple âgé qui avait été cruellement abandonné par ses propres enfants mais qui transforma miraculeusement cette immense douleur en amour inconditionnel pour aider d'autres personnes dans des situations similaires. Le reportage fut diffusé lors du journal télévisé de la nuit. Des centaines de milliers de personnes le regardèrent dans tout Oaxaca et Michoacán, y compris Roberto et Daniel. Les 2 fils aînés, qui ne s'étaient jamais vraiment repentis, virent leurs parents à la télévision nationale. Ils virent la véritable joie sur leurs visages ridés, le bien incroyable qu'ils faisaient, et Sofia y travaillant aussi, souriant, étant une vraie fille. « Nous nous sommes terriblement trompés, dit Daniel à Roberto. « Tromper est un euphémisme, répondit Roberto avec amertume. Ils avaient été de véritables monstres sans cœur, mais leur fierté était encore plus grande et puissante que tout repentir. Ils ne cherchèrent pas à retrouver leurs parents et déménagèrent simplement discrètement dans une autre ville, trop honteux pour affronter ce qu'ils avaient fait. Le reportage télévisé apporta quelque chose de complètement inattendu, des donations massives. Des gens de tout le pays envoyèrent de l'argent, des matériaux de construction de toutes sortes, des meubles, des vêtements, offrirent généreusement du travail bénévole. Regardez ça, montrait Antonio à Elena sur son nouveau téléphone portable offert par Sofia, rempli de messages. Des gens écrivent depuis Mexico, Guadalajara, Monterrey, de partout dans le pays, voulant aider d'une manière ou d'une autre. Grâce aux donations abondantes, ils purent construire 5 maisons supplémentaires. Le poulailler fut largement agrandi. Ils créèrent un potager communautaire impressionnant où tous les résidents travaillaient ensemble, partageant les tâches. Ils construisirent une grande cuisine équipée où ils préparaient les repas en communauté, créant des liens forts. Don Esteban, qui était arrivé si silencieux et déprimé, dirigeait désormais joyeusement le poulailler et l'enclos à chèvres. Elle enseignait patiemment aux nouveaux arrivants à s'occuper des animaux. Elle racontait de merveilleuses histoires du temps du ranch, captivant tout le monde. Doña Carmen découvrit qu'elle adorait cuisiner et préparait de délicieux repas pour tous. Don Hector prenait soin du potager avec dévouement et affection. Doña Magdalena tricotait sans relâche des bonnets et des écharpes pour les animaux, plaisantant que c'était pour les protéger du froid. Le Refugio Esperanza devint une véritable famille, une famille choisie, construite non pas par le sang mais par l'amour véritable et la douleur partagée. Un an après la création du refuge, pour le 51e anniversaire de mariage d'Elena et Antonio, ils organisèrent une grande célébration.
Tous les résidents y participèrent avec enthousiasme. Gabriela, l'infirmière, vint avec toute sa famille élargie. Le licencié Alfredo Mora l'assista, élégant comme toujours. Doña Mercedes ferma la pension pour un jour entier pour être présente. Fernando, le camionneur, arriva avec un énorme gâteau de 3 étages. « Vous avez littéralement changé ma vie », dit Fernando ému. « Voir tout ce que vous avez accompli m'inspire profondément. Maintenant je visite régulièrement des maisons de retraite, j'apporte fruits et douceur aux personnes âgées oubliées. » Gabriela ajouta, « J'ai convaincu l'administration de l'hôpital d'organiser ici des journées de santé gratuites. Une fois par mois, médecins et infirmiers viennent examiner tout le monde gratuitement. » Le licencié Alfredo leva solennellement sa coupe de punch et porta un toast à Elena et Antonio, déclarant d'une voix forte qu'ils avaient miraculeusement transformé l'abandon cruel en refuge aimant, prouvant que l'âge ne définit pas la capacité d'aimer et d'aider. Tous levèrent leurs verres, émus. Elena regarda autour d'elle, absorbant chaque détail, des visages véritablement heureux, des personnes âgées arrivées brisées mais souriant désormais avec espoir, et Blanquita, désormais vieille, picorant lentement au milieu de la fête, entourée de dizaines de chèvres et poules. Antonio, son compagnon inébranlable depuis plus de 50 ans, avait les yeux brillants de larmes d'émotion pure. « Nous l'avons fait, mon vieux », murmura Antonio en l'embrassant. « Et toujours, mon amour », répondit Elena. « Et toujours ensemble, peu importe quoi. » Sofia était également présente, vivant désormais définitivement dans l'une des maisons qu'elle avait aidé à construire. Elle avait coupé tout contact avec ses frères et se consacrait entièrement à aider ses parents au refuge. « Maman, papa », dit-elle en se levant, émue, « je peux dire quelque chose d'important ?» Tous gardèrent un silence respectueux. « Je veux m'excuser publiquement devant tout le monde. Je sais que je l'ai déjà fait littéralement des milliers de fois en privé, mais j'ai besoin que tous ici sachent la vérité. J'ai abandonné cruellement mes parents. J'ai été égoïste, terrible, impardonnable. » Sa voix se brisa complètement, mais ils la pardonnèrent généreusement. « Vous m'avez donné une seconde chance que je ne méritais pas, et c'est pourquoi je consacrerai le reste de ma vie à honorer ce pardon immérité. » Elena se leva avec difficulté à cause de son genou encore douloureux et serra sa fille dans ses bras. « Tu l'honores déjà, ma fille, » dit-elle tendrement. « Chaque jour, par tes actions. » La fête se poursuivit joyeusement jusqu'à tard dans la nuit. Elena et Antonio restèrent assis sur un banc, regardant les petites maisons illuminées par des lumières douces. « Te souviens-tu de ce terrible jour sur la route ?» demanda Elena, quand les enfants nous ont laissés sous la pluie froide, avec seulement Blanquita et la vieille valise. « Comment oublier ?» répondit Antonio. « J'ai honnêtement pensé que tout était fini. Que nous n'avions plus rien, que nous n'étions rien pour personne. » Antonio prit sa main ridée et l'embrassa. « Et regarde-nous maintenant, mon amour, entouré de gens que nous aimons et qui nous aiment, faisant un bien réel dans le monde, vivant avec une vraie dignité. » « Tu sais ce que j'ai appris, Antonio ?» dit Elena en serrant sa main. « Parfois, il faut tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment dans la vie. » Blanquita apparut lentement, avec difficulté, sauta sur les genoux d'Elena, comme elle le faisait religieusement chaque nuit avant de dormir, rappelant qu'une petite chèvre peut littéralement nous sauver la vie. Antonio rit en caressant ses plumes déjà ternes. Dans les mois suivants, le Refugio Esperanza continua de croître régulièrement. Ils avaient désormais la capacité d'accueillir 20 personnes âgées, chacune avec son histoire douloureuse unique et son animal de compagnie fidèle. Puis, ils reçurent une lettre officielle d'une organisation nationale pour les droits des personnes âgées, annonçant qu'ils avaient remporté un prix national pour initiative sociale exceptionnelle, comprenant 50 000 pesos. Elena n'en revenait pas, « Nous pouvons faire énormément de choses avec ça », dit-elle, émue. Antonio réfléchissait déjà à toutes les possibilités. Ils utilisèrent l'argent judicieusement, amélioration des installations, création d'une petite infirmerie équipée, achat de matériel médical de base, embauche d'une infirmière à mi-temps, et mise de côté d'une partie pour les urgences futures. La vie était enfin réellement bien, pour la première fois depuis des années. Mais la vie apportait encore des défis. Un jour, un inspecteur strict de la mairie arriva à l'improviste, annonçant avoir reçu des plaintes anonymes selon lesquelles le refuge fonctionnait sans les permis nécessaires. Le licencié Alfredo, appelé immédiatement,
enquêta discrètement et découvrit que c'étaient Roberto et Daniel, les fils qui ne s'étaient jamais repentis. Cependant, le problème était réel, le refuge avait besoin de licences sanitaires, de permis de construction et d'autorisation pour fonctionner légalement comme maison d'assistance, des démarches coûteuses et longues. « Devons-nous fermer ?» demanda Elena, désespérée. « Non, si je peux l'éviter, » répondit Alfredo, commençant immédiatement à travailler. Ce furent des mois épuisants de bureaucratie, papiers infinis, inspections constantes, frais après frais. Chaque jour était une bataille. Les résidents vivaient dans la peur de perdre leur unique foyer. Alfredo obtint un amparo légal temporaire pour que le refuge continue de fonctionner pendant que les permis étaient traités, mais il devait rapidement récolter de l'argent pour couvrir les frais officiels et réaliser les adaptations nécessaires. Doña Carmen eut l'idée salvatrice, faisons des aliments à vendre, proposa-t-elle, pain, gâteau, cocada, tamal. Tous savaient faire quelque chose de spécial. La cuisine communautaire se transforma en petite entreprise de production. Elena enseignait le pain traditionnel, Doña Carmen supervisait les gâteaux, dont Esteban faisait des tamales authentiques d'Oaxaca, Doña Magdalena préparait des douceurs locales. Sofia et Patricia organisaient la logistique et vendaient les produits sur les marchés de Pátzcuaro et des villages alentours. Le succès fut immédiat. Les produits du Refugio Esperanza étaient fièrement annoncés comme faits avec amour par des personnes âgées qui avaient été abandonnées mais jamais abandonnées elles-mêmes. L'histoire attira rapidement l'attention, nouveaux reportages, généreuses donations, après 8 mois, tous les permis furent enfin obtenus. Le jour où ils reçurent la dernière autorisation, ils firent une fête mémorable. « Nous avons gagné une autre bataille importante, dit don Esteban à Antonio. Nos enfants malveillants ont essayé de nous abattre à nouveau, mais nous sommes restés debout. Nous ne sommes pas seuls, corrigea Antonio. Nous sommes tous unis. Nous sommes trop forts pour être vaincus. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce jour pluvieux sur la route. Le Refugio Esperanza était désormais une référence nationale pour le soin des personnes âgées. D'autres lieux similaires se créaient dans tout le Mexique, inspirés directement par leur histoire. Ils avaient maintenant 25 petites maisons, un énorme potager produisant presque tous leurs légumes, un enclos avec plus de 100 animaux, chèvres, poules, cochons, une cuisine industrielle moderne et une équipe solide de bénévoles permanents. Sofia s'était finalement mariée avec un merveilleux volontaire nommé Miguel. Il vivait dans une des maisons et coordonnait le refuge avec Elena et Antonio. « Vous n'avez plus besoin de travailler autant, » disait Miguel, inquiet. « Reposez-vous, profitez de ce que vous avez construit. » Mais c'est profiter, répondait toujours Elena, voir ces personnes heureuses et en paix, savoir que nous faisons une réelle différence. Patricia et Martin géraient toujours avec succès la partie agricole. Martin, désormais complètement rétabli, enseignait l'agriculture durable aux personnes âgées intéressées. « Ma vie a radicalement changé le jour où je vous ai rencontré, » dit Martin lors d'une visite. « Vous auriez pu nous enlever la terre légalement. Vous auriez pu penser seulement à vous-même. Mais nous ne l'avons pas fait, » répondit Elena. La vie ne consiste pas à tout garder égoïstement pour soi. Il s'agit de partager, d'aider, de construire une communauté. Blanquita, maintenant âgée de 11 ans, était très vieille. Elle bougeait à peine et passait presque toute la journée à dormir sur les genoux d'Elena. Le vétérinaire qui visitait régulièrement le refuge disait qu'elle n'en avait plus pour longtemps. Cette chèvre aurait dû partir il y a des années, expliquait-il. C'est comme si elle attendait quelque chose d'important avant de partir. Elle attend pour s'assurer que tout va bien, dit Elena. Elle doit encore me tenir compagnie un peu plus longtemps. Un matin, Elena se réveilla et Blanquita ne bougeait absolument pas. Son cœur s'arrêta. Elena prit la petite chèvre avec un soin infini, sentant qu'elle partait. Antonio appela, désespéré. Il se réveilla en sursaut et comprit immédiatement. Ils appelèrent Sofia, Miguel et Gabriela. Tous se rassemblèrent autour de Blanquita dans un silence respectueux. « Merci, ma précieuse petite », murmura Elena en caressant son pelage blanc désormais terne. « Merci pour tout, pour nous avoir sauvés, pour nous avoir donné de l'espoir quand nous n'en avions aucun, pour être resté avec nous toutes ces années. » Blanquita ouvrit les yeux avec effort, regarda Elena droit dans les yeux et émit un petit son à peine perceptible.
Puis elle ferma calmement les yeux pour la dernière fois et cessa de respirer. Tous pleurèrent inconsolablement. Ils enterrèrent Blanquita cérémonieusement dans un coin spécial du refuge sous un jacaranda en fleurs et y placèrent une plaque de bronze. Blanquita, la petite chèvre blanche qui a tout changé. Elle a accompli pleinement sa mission. Sur cette terre, dit don Esteban lors du petit hommage, elle nous a sauvés tous d'une certaine manière. Dans les semaines qui suivirent, la tristesse céda progressivement à une paix profonde. Blanquita avait vécu une vie exceptionnellement longue et pleine, faisant plus de bien que beaucoup d'êtres humains. Puis un événement magique se produisit, une petite chèvre blanche, identique à Blanquita, apparut mystérieusement au refuge. Personne ne savait d'où elle venait. Elle apparut simplement un matin et alla directement vers Elena. « Regarde ça, dit Sofia, émerveillée. Elle est identique à Blanquita. »« Ce n'est pas Blanquita, » répondit Elena en prenant la petite chèvre avec précaution, mais peut-être est-ce un signe de l'univers que nous devons continuer ce travail. Ils baptisèrent la nouvelle chèvre Miraculo, et elle devint rapidement la nouvelle mascotte officielle du refuge. Les années passèrent inexorablement. Elena et Antonio vieillirent davantage. Leur corps devint plus fragile, mais jamais ils ne perdirent cette étincelle spéciale dans leurs yeux. « Fatigué, mon vieux ?» demandait souvent Elena. « Fatigué, oui, mais profondément heureux », répondait toujours Antonio. À 80 et 82 ans respectivement, ils décidèrent enfin de confier la gestion complète du refuge à Sofia et Miguel, tout en continuant à y vivre et à participer selon leurs capacités. Un soir, assis sur le même banc de bois où ils s'étaient assis tant de fois, admirant le coucher de soleil spectaculaire sur le refuge qu'ils avaient créé, Elena soupira profondément. Ça en valait vraiment la peine. Chaque seconde, n'est-ce pas Antonio ? Chaque larme, chaque douleur, chaque sacrifice. Oui, répondit Antonio. Si nous pouvions revenir à ce terrible jour sur la route sous la pluie, en sachant tout ce qui allait arriver après, je referais tout exactement pareil. Il réfléchit un instant. Sans aucune hésitation, car toutes ces souffrances nous ont menés ici. Et ici, c'est exactement là où nous devions être. Elena se blottit confortablement contre son épaule ridée. Je t'aime, mon vieux, depuis le premier jusqu'au dernier jour. Et je t'aime infiniment plus encore, toute ma vie. Ils restèrent là, en silence contemplatif, regardant Miraculo jouer joyeusement avec les autres chèvres, les résidents marchaient paisiblement parmi les petites maisons, et Sofia et Miguel travaillaient ensemble, devenus le parfait duo. Nous l'avons fait, murmura Antonio enfin. Nous avons transformé la douleur la plus profonde en amour inconditionnel, l'abandon cruel en accueil chaleureux, la perte dévastatrice en gain inestimable. Et toujours, mon amour, car nous nous sommes toujours eu l'un l'autre, répondit Elena. Là, sur ce banc de bois usé, sous un ciel teinté d'oranger et de roses intenses, deux vieillards, autrefois abandonnés, avaient tout perdu mais gagné infiniment plus qu'ils n'auraient jamais imaginé. Ils s'embrassèrent tendrement, unis pour toujours par 51 ans d'amour inébranlable. Par leur lutte et leur victoire durement acquise, le Refugio Esperanza poursuivit sa mission sacrée, accueillir, aimer, aider et guérir, démontrant que jamais il n'est trop tard pour recommencer, que l'âge ne définit pas la capacité de faire le bien, et que les plus grandes bénédictions naissent souvent des plus grandes douleurs. Et tout avait commencé avec 3 enfants qui avaient abandonné leurs parents cruellement sur une route, avec seulement une vieille valise et une petite chèvre blanche, sans se douter de la force inébranlable de ses parents. Sans savoir qu'en tentant de les détruire, ils créaient quelque chose de bien plus grand et significatif qu'eux-mêmes. Fin de cette histoire qui nous rappelle que l'amour véritable et la bonté sincère triomphent toujours de la cruauté.